Hebdocom, ça continue sur BFM Business avec le Focus et aujourd'hui on va parler de l'anniversaire, de la reprise de Twitter par Elon Musk. Ça fait un an pile aujourd'hui que Elon Musk a racheté ce réseau social, rebaptisé X depuis peu. Et depuis cette acquisition, de nombreuses polémiques ont émergé, désinformation, diffusion de contenu haineux, violent, une modération insuffisante aussi et beaucoup reprochée. Et l'actualité du moment met évidemment tout ça en avant. Et en réaction à cela, certaines personnalités appellent à une régulation de X via un No Twitter Day, hashtag No Twitter Day, qui a lieu aujourd'hui, une grève symbolique de 24 heures sans utiliser la plateforme. Et nous, dans Hebdocom, on a donc voulu sonder notre communauté sur LinkedIn pour savoir si elle participerait ou non au No Twitter Day. Et réponse, non, à 68%. Donc on va essayer de comprendre et décrypter tout cela aujourd'hui avec mes invités du jour. Rudy Reichstadt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es directeur de Conspiracy Watch et tu présentes Complorama, le podcast de France Info qui décrypte la complosphère. Et Sixtine Moulet-Berthaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es fondatrice du média Le Crayon. D'abord, je voudrais ton avis, Sixtine. Que penses-tu de cette opération du No Twitter Day ? Alors moi, je trouve, on en discutait tout à l'heure, mais je trouve que ce n'est pas forcément d'une grande utilité. C'est bien dans le sens où ça peut montrer au monde qu'effectivement, il y a des problèmes sur Twitter et que c'est important que le monde entier en ait conscience. En revanche, si les gens pensent que ça va changer quoi que ce soit à la manière de fonctionner d'Elon Musk, ils se gourrent quand même complètement. Aujourd'hui, il faut quand même avoir conscience que réguler une plateforme, c'est essentiel, bien sûr. Mais d'un autre côté, pour vraiment bien le faire, surtout comme un réseau social comme Twitter, ça coûterait tellement cher que ça pourrait même fermer le réseau social. Donc, j'ai pas vraiment de solution. C'est pas mon métier, je ne rachète pas de réseaux sociaux. En revanche, faut pas oublier non plus que Elon Musk, c'est quand même très très bien ce qu'il fait. Entre Tesla, SpaceX, maintenant qu'il a racheté Twitter, donc surnommé X. Je pense qu'il faut quand même lui faire confiance. Je me doute qu'il apprend aussi là-dedans, mais je pense qu'au long terme, il arrivera à trouver une bonne solution de comment va évoluer Twitter. Donc, Rudy Reichstadt, tu fais partie de ces signataires de la tribune. Qu'est-ce que tu réponds à cela et à notre communauté ? Moi, je pense qu'il faut bien commencer par quelque part, en fait, pour initier un mouvement et pour initier une réflexion collective, générale, sur la toxicité d'une non-modération sur les réseaux sociaux. Twitter, ce n'est pas n'importe quel réseau social. C'est un réseau social qui est devenu une agora planétaire où se fait en partie le débat politique. Beaucoup de tweets sont repris, ont un poids symbolique important dans l'échange d'idées, l'échange d'opinions. Donc ce n'est pas n'importe quelle plateforme, donc elle a une responsabilité plus grande que les autres, particulière. Or, alors je ne sais pas s'il a fait des bons choix, mais en termes de valorisation boursière, l'action s'est effondrée. Et par ailleurs, nous, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, depuis un an, on a une équipe de modération qui était déjà très faible, je crois qu'il y a moins de 2000 employés, pour l'ensemble de la plateforme, 330 millions d'utilisateurs, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Il a substitué certaines personnes qui a été par des réduite robots. à la portion congrue. De fait, il n'y a plus de modérateurs. Et lorsqu'on signale un contenu illégal, pas seulement toxique, illégal, eh bien, il n'est pas modéré. Donc, est-ce que c'est en fait une question démocratique qui est posée ? Est-ce que c'est à Elon Musk, pour qui personne d'entre nous n'a voté, de dire comment on doit faire respecter la liberté d'expression et où mettre le curseur sur Twitter ? Il n'y a aucune raison que Twitter soit une zone de non-droit. C'est sur le territoire de l'Union européenne, c'est ici que nous sommes, c'est d'ici qu'on tweete. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas soumis à une régulation démocratique. C'est très important. Il y a un texte européen, on va en parler si tu veux, mais juste pour répondre à l'idée, ça ne changera rien. Tu imagines juste si on avait dit ça à Rosa Parks quand elle a décidé de s'asseoir dans le bus. Je veux dire, si on ne commence pas par quelque chose, et quelque part, on ne fait jamais rien en fait. On ne prend pas la Bastille, on n'abolit pas l'esclavage, ni la ségrégation. Je veux dire, on ne peut pas être comme ça dans l'inaction, à regarder les choses se dégrader les bras croisés, en se disant non, ça ne me concerne pas, ça nous concerne en tant que citoyens. Donc c'est un premier pas. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Sixtine ? moi, personne ne force les utilisateurs à utiliser Twitter. Moi, personnellement, j'utilise très peu Twitter et je m'en porte très bien. Si les gens se plaignent autant de cette plateforme, tout simplement qu'ils la quittent. C'est-à-dire que Elon Musk ne force pas les gens à rester dessus. C'est une plateforme qui est gratuite. Je veux dire, si les gens, c'est autant un problème, et je comprends qu'il faut le réguler, je suis d'accord. Il y a aussi parfois beaucoup d'enfants, d'adolescents qui sont dessus, qui sont mineurs. Donc ça, bien sûr. Mais pour moi, quand tu es majeur, tu es responsable de tes choix. Si Twitter est un espace qui devient parfois un petit peu trop violent, parce que c'est vrai qu'il y a des images choquantes, ou parfois les gens sont assez
assez pointus de manière négative sur les propos qu'ils utilisent, dans ce cas-là, il faut soit interdire peut-être le réseau social aux moins de 18 ans, ou alors, dans ce cas-là, mettre des règles de ce style. Mais après, imposer une régulation alors que Twitter appartient aujourd'hui à un être humain et plus à un pays ou à un État, c'est trop compliqué. Dans ce cas-là, il faut le faire à l'échelle de d'autres plateformes. Ah non, c'est pas compliqué. La régulation, on a un texte européen, donc je permets de développer là-dessus, qui s'appelle le DSA, le Digital Services Act, qui encadre justement les grandes plateformes et qui prévoit... Particulièrement s'attache au contenu, le DSA. Absolument, absolument. Et aux contenus toxiques, donc les contenus qui sont prohibés. Ça peut aller de la pédopornographie à la diffamation, la haine en ligne, évidemment, c'est torrentiel. Aujourd'hui, on voit le retour sur Twitter de comptes qui avaient été suspendus, et suspendus pour des informations en matière de santé, etc. Cette désinformation, elle a un coût, y compris économique pour nos sociétés. Il n'y a aucune raison qu'on paye collectivement le coût de cette désinformation et que ce soit Elon Musk qui fasse du profit avec ça. Il n'y a aucune raison, de la même manière, que des comptes toxiques, non seulement reviennent sur Twitter, mais se dotent d'une pastille payante de certification et qui leur permet de monétiser leur désinformation. Donc ils gagnent de l'argent avec ça. C'est ça qui est très problématique. En quoi le premier amendement de la Constitution américaine, puisque c'est ça l'inspiration libertarienne d'Elon Musk, aurait à s'appliquer sur le sol de l'Union européenne, alors que ce n'est pas notre Constitution. On n'a pas voté pour. Nous, on a des lois contre le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme, l'homophobie, etc. Il n'y a aucune raison légitime. À la rigueur, on peut changer notre régime d'organisation des libertés publiques, mais c'est à nous d'en décider. Ce n'est pas à Mark Zuckerberg ou à Elon Musk. Voilà, c'est presque une question de souveraineté et de démocratie. Sixtine, je voudrais avoir ton avis là-dessus, sur les certifications qui sont devenues payantes. C'est ce que toutes les personnalités de ce No Twitter Day pointent aussi beaucoup du doigt, puisqu'elles valorisent peu importe la personne qui paye. Et j'ajouterais juste que ceux qui avaient une passive certification, qui établissaient qu'ils étaient bien la personne qu'ils prétendaient être, l'a vu retirée. Ouais. Ça, effectivement, je trouve que c'est... Enfin, je comprends pourquoi les plateformes le font, parce que ça devient un moyen économique. Donc ça, je comprends de ce point de vue-là. Après, du point de vue d'utilisateur, je comprends que ça énerve beaucoup ceux qui sont présents avec des bonnes informations et qui soit l'avaient avant parce qu'ils avaient réussi à être certifiés, qui aussi est un truc qui demande beaucoup de travail. Pour être présente sur d'autres réseaux sociaux, je le sais. En revanche, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu le faire soit comme Instagram, c'est-à-dire la laisser pour ceux qui l'avaient déjà, la proposer payante. Je crois qu'Instagram ne le propose pas à tout le monde. C'est-à-dire que ça arrive au fur et à mesure auprès de quelques comptes que soit la plateforme arrive eux-mêmes à réguler, mais je ne crois pas que tout le monde puisse la demander. Donc ça, c'est déjà un premier facteur. Et en plus, tu peux toujours réussir à l'avoir d'une autre manière, je crois, via Instagram, que de l'acheter. Là où Twitter, effectivement, c'est peut-être un peu trop extrême. Ça, je ne suis pas forcément contre du point de vue de l'utilisateur. Ça, je suis d'accord. Juste pour revenir rapidement, je comprends complètement ton point. Après, d'un autre côté, ça reste encore une fois, enfin, je le redis, mais personne ne force les gens à aller sur Twitter. Et donc, à la limite, si tu ne veux plus y aller, ou si d'autres ne veulent plus y aller en termes parce que la qualité est moins bien, il y a des images qui sont très dures à regarder, mais ne plus utiliser la plateforme, en fait. Il y en a d'autres qui existent. Non, parce que ça, c'est une approche très libertarienne. En fait, ce qui se passe sur Twitter percute ma vie de citoyen en démocratie, parce que ce qui se passe sur Twitter agit vers plus de polarisation, vers une hystérisation du débat public en général, pas seulement sur Twitter, en général. Je veux dire, on est face à des plateformes... Ce que tu dis, c'est que ce qui se passe sur Twitter est repris ailleurs, dans les médias, ce qui se passe sur Twitter, c'est pas sur une autre planète, c'est ici et maintenant. Je veux dire, encore une fois, on a des lois contre ça. Au nom de quoi on ne devrait pas réguler? C'est très bien qu'elles fassent de l'autorégulation, les plateformes, mais on sait qu'aucun système s'autorégule parfaitement. C'est très bien qu'il y ait des systèmes de freinage sur les voitures, c'est bien qu'il y ait des panneaux aussi pour limiter la vitesse sur les routes. Voilà, ça fonctionne comme ça. Le net est quelque chose qui est à réguler, parce que si on ne le régule pas, autre chose le régule. C'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Et ça, en général, ce n'est pas une conception très démocratique ou très républicaine de la liberté. Quand même pas. Sur Twitter, tu peux quand même bloquer les gens, te désabonner d'eux, donc ce n'est pas non plus la loi de la jungle. Dans le sens propre du terme. Si, c'est une prime au harcèlement, au contenu négatif. Je veux dire, on sait que 74% de la désinformation sur le conflit Israël-Hamas depuis 2 semaines provient, 74%, les 3/4, provient de comptes pastillés, de comptes certifiés, payants. Mais pas sur Twitter. Sur Twitter, bien sûr, sur Twitter. Je ne parle que de Twitter. D'accord. Qu'est-ce que tu attends de cette journée? Qu'est-ce que tu espères à l'issue de ce No Twitter Day?
J'attends qu'on réfléchisse collectivement sur d'abord l'idée qu'il y a d'autres plateformes où on peut se retrouver, échanger, et essayons d'encourager ce mouvement-là. Ensuite, d'envoyer un signal, peut-être à Twitter, pour dire que nous, utilisateurs, nous avons un pouvoir aussi. On peut protester, on peut dire, finalement, c'est nous qui faisons la richesse de cette plateforme, puisque ce qu'on va chercher sur Twitter, c'est d'autres utilisateurs qui ont des expertises, qui ont des choses à dire intéressantes. Donc ça, il ne s'agit pas de désinventer les réseaux sociaux ou Twitter. Ça fonctionne assez bien, de manière assez sophistiquée, Twitter. Moi, j'aime bien, je suis un utilisateur conquis de Twitter. Simplement, je vois que beaucoup d'institutions, et quand je dis institutions, c'est y compris des médias, importants, prescripteurs, grand public, mainstream, sont toujours sur Twitter. Je me désole que, vu ce que c'est devenu, alors qu'ils ont tout à perdre, par ailleurs, ces médias-là, puisque en fait, Twitter ne le verse pas de droits voisins, notamment, j'aimerais qu'ils trouvent un autre endroit plus apaisé, plus régulé également, en fait, tout simplement plus respectueux des individus, des gens, pour diffuser leurs informations. Sixtine, un mot et rapidement une question. En tant que fondatrice du Crayon, tu dis que tu n'utilises pas Twitter. Qu'est-ce que tu penses que ça va devenir dans 5 ans, dans 10 ans ? Je pense que Twitter va continuer à être le réseau social, ou en tout cas de débat d'actualité vraiment froide, un sorte de... Pas TPMP, j'aime pas l'exemple, mais un petit TPMP, mais sur le vif, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dès qu'il y a une information, les gens commencent à débattre et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Effectivement, d'où parfois l'importance d'avoir des informations qui sont correctes. Qu'est-ce que ça va devenir ? Franchement, j'en ai aucune idée. C'est tellement compliqué, en plus maintenant que c'est Elon Musk qui l'a racheté. Je pense qu'au long terme, ça a pour but de rester tel que c'est. Peut-être que ça va évoluer avec peut-être d'autres types de contenus qui vont être plus mis en avant que des tweets. Peut-être que la plateforme va se renouveler un peu plus pour ressembler peut-être à Instagram. Mais après, j'ai du mal aujourd'hui à savoir. Je pense que c'est pas... C'est tellement compliqué, ça reste ça évolue tellement, et surtout ça évolue en fonction de l'algorithme, et l'algorithme c'est les gens. Et ça c'est un truc que la majorité du monde entier a tendance à oublier, mais si l'algorithme commence à évoluer d'une telle et telle manière, c'est parce que les gens commencent à toucher d'autres types de sujets ou de manières de fonctionner. À ceci près qu'il est biaisé, l'algorithme, par l'économie interne de Twitter. C'est-à-dire que lorsqu'on paye une pastille de vérification, on paye $8 par mois, eh bien on a une prime de visibilité algorithmique. C'est-à-dire que nos contenus vont être plus visibles, vont écraser les autres contenus. Donc on est là face à un système censitaire, en fait, un système qui crée une inégalité de traitement entre les utilisateurs payants et non payants. Il y a un peu une sorte de prolétariat, et puis ceux qui payent, et ils payent pas seulement pour pouvoir plus s'exprimer que les autres, ils payent aussi pour pouvoir monétiser leur compte, et ça c'est un problème quand on diffuse et qu'on amplifie la désinformation. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi dans Hebdo comme aujourd'hui. Merci Rudy Reichstadt, tu es directeur de Conspiracy Watch et auteur de Au cœur du complot chez Grasset. Qui parle un petit peu de Twitter aussi, oui. Qui parle de Twitter également. Et merci Sixtine Moulet-Berthaud, tu es fondatrice du Crayon. Merci d'avoir été avec nous. Et puis on va suivre quel va être l'impact de ce No Twitter Day. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais évidemment partout en replay, télé et podcast. Et comme chaque semaine, on termine l'émission par notre campagne chouchou, par la campagne qu'on a sélectionnée avec CB News. Et c'est la nouvelle campagne de Skoda cette semaine. Le film s'appelle Les Panneaux et démontre que les Skoda Fabia sont si confortables à conduire que l'on est prêt à répondre à n'importe quelle question de nos passagers. C'est un film signé DDD Paris, réalisé par Afid Benhamar. Très très bon week-end sur BFM Business. Alors tu nous le présentes quand, ton ingénieur Alex, c'est ça? Alors comment te dire que... Tu te rappelles de ma meilleure amie de la fac, papa? Ouais, celle que j'aimais pas. Oui. Skoda Fabia, la citadine qui n'a pas peur des grandes distances. Skoda.